François Boucher est l'un des principaux peintres français du XVIIIe siècle, parfaitement représentatif du goût rococo qui s'affirme en France sous le règne de Louis XV. Il devient peintre officiel du roi. Son œuvre est avant tout célèbre pour ses sujets aimables et ses scènes tirées de la mythologie galante où se pressent des divinités nues et alanguies, entourées de putti. Le musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon possède 10 tableaux de François Boucher. Ces 10 peintures, de petite dimension, sont réalisées à l'huile sur des toiles tendues sur châssis et encadrées de baguettes dorées, portant pour la plupart la mention « Cabinet Paris ». Les toiles de Besançon tranchent nettement par rapport à la production habituelle du peintre. Il nous montre ici 10 tableaux de la vie chinoise qui nous éloignent de ce thème de prédilection. Par contre, le brio du peintre et sa facilité à travailler lignes, couleurs et formes sont bien reconnaissables. En fait, ces œuvres sont le résultat d'une commande bien particulière. Vers 1740, le peintre Oudry, responsable de la manufacture royale des tapisseries de Beauvais, décide de faire exécuter une suite chinoise. Il devenait impératif d'illustrer à nouveau ce thème qui n'avait pas été abordé depuis la fin du règne de Louis XIV. D'ailleurs, quelques tentures de cette époque, au décor à la Bérin, demeuraient invendues du fait de leur ancienneté qui en faisait des objets passés de mode. Pour renouveler le genre, Oudry choisit donc l'un des artistes les plus en vue du moment, Boucher. Ne pouvant pas exécuter les cartons définitifs, il se contentera d'en réaliser les esquisses, les 10 toiles aujourd'hui à Besançon. Il laissera le soin à un autre artiste de reproduire les œuvres à la taille requise pour l'exécution des tapisseries. Boucher, surchargé de commandes, ne peut en effet réaliser un tel travail. La volonté de réaliser une suite chinoise ne répond pas seulement au souhait de moderniser une tenture dépassée. Elle correspond surtout à l'extraordinaire goût des Européens du XVIIIe siècle pour la chinoiserie. À la base de cet engouement, les chroniques publiées par certains voyageurs ayant parcouru ces contrées lointaines, en particulier les jésuites, et dont les récits exotiques fascinent les esprits occidentaux. L'arrivée massive en Occident de pièces provenant d'Orient excite encore davantage l'intérêt des Européens. La mode qui s'installe bientôt fait se mêler des objets réellement chinois et des objets d'inspiration chinoise exécutés par des artisans occidentaux.
Pour illustrer son sujet, Boucher eut certainement recours à des sources documentaires. Cependant, est-ce la volonté du créateur ou sa méconnaissance de la chose chinoise? On note une série d'anachronismes. Prenons par exemple l'audience de l'empereur. Les baldaquins qui encadrent son trône et qui se réfèrent aux colonnes torses de Saint-Pierre de Rome n'ont rien d'oriental. Pas plus que le ciel de lit à la polonaise au-dessus de sa tête. De même, le socle de la cassolette fumante nous rapproche plus de l'Antiquité gréco-romaine que de la Chine. On s'étonne également de trouver ici des figures persanes, comme si l'artiste avait intégré tout l'Orient dans sa vision de la Chine. D'ailleurs, l'idée même de représenter l'audience donnée par le grand Cham de Tartarie de façon si libre ne correspond en rien à la réalité, de telles cérémonies utilisant une étiquette bien plus stricte. Autre exemple, la chasse chinoise. 2 jeunes femmes assises. L'une porte un oiseau, l'autre tient la cordelette qui fera tomber le filet. Autour de ces 2 femmes, le décor est habité par des personnages secondaires, typés par leurs vêtements et leur coiffure. 2 bambins, sortes de poutis, eux aussi mis à la chinoise. Un fond de végétaux exotiques complète l'ambiance. Cette composition est en fait la transposition à la chinoise d'un travail nettement antérieur, le trébuchet, gravure de Pierre Aveline, d'après un dessin de Boucher. La composition est à ce point identique que l'on peut superposer les 2 scènes. Même distribution des masses et des lignes générales, même composition triangulaire, même attitude des 2 jeunes femmes, Boucher a simplement interverti les 2 regards. L'affût fait de branchage est devenu pagode, les cyprès sont devenus palmiers, et le tableau s'est enrichi d'une foule de détails destinés à faire chinois. Une analyse similaire pourrait être menée sur les autres peintures de la série, telles la foire chinoise ou le mariage chinois, transposition orientale de thèmes occidentaux. Ayant trouvé ça, ou plutôt ces manières, Boucher utilise de toile en toile des recettes bien éprouvées à la manière d'un grand artisan. Cela contribue à expliquer en partie l'extraordinaire productivité du maître, car Boucher peint beaucoup, et même énormément. Plusieurs tapisseries ont finalement été tissées à la manufacture de Beauvais, d'après les cartons eux-mêmes exécutés selon les modèles de Boucher. Le succès rencontré par cette tenture lui valut d'être réinterprété par les ateliers d'Aubusson. Le hasard veut qu'une série presque complète fut un jour au XVIIIe siècle amenée en Chine par des pères jésuites. Selon les interprétations, elle fut tantôt offerte à l'empereur, tantôt confisquée par lui. En tout cas, l'empereur, séduit par la qualité de ces images, décida de leur octroyer une place particulière au palais d'été. Ces pièces revinrent toutefois en Europe après le sac du palais. Nos petits tableaux furent achetés au XVIIIe siècle par un grand amateur, Pierre-Jacques Onésime, bergeret de Grandcourt, puis acquis à sa mort par Pierre-Adrien Paris. Architecte du roi, collectionneur éclairé, byzantin de naissance et de cœur, Paris lèguera la totalité de sa collection à la bibliothèque municipale de Besançon. Y figurent 9 des 10 petites chinoiseries, manque le jardin chinois. En 1983, la ville de Besançon se porte acquéreur du jardin chinois. Ainsi, 2 siècles et demi après, les 10 petites chinoiseries de François Boucher sont de nouveau exposées ensemble,
au musée de Besançon.